Bonjour à tous. Donc, je vais reprendre et je vous promets que je ne prendrai pas beaucoup de temps. Donc, je remercie l'ANCESU, le CESU de Rennes, Amitié au CESU 80 qui est là. On m'avait demandé de parler des référentiels et lorsqu'on me dit « mais c'est une session sur les voyages », je me suis dit « super, je vais être super exotique et rêveur avec mes référentiels ». Donc je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que ce soit quelque chose de bénéfique pour tout le monde, en même temps en lien avec les différents voyages que je fais et les enseignements que l'on prodigue sur l'urgence vitale de l'enfant, à la fois en métropole, dans diverses universités, mais aussi dans des centres non universitaires, mais également dans les dom-toms, par exemple en Guyane, à Cayenne, Saint-Laurent, on a été à Nouméa, à Mayotte, et dans des pays étrangers. Donc c'est des enseignements que l'on prodigue. Et au départ, effectivement, ce qui est difficile quand on part enseigner, c'est qu'on veut enseigner, je dirais, des choses parfois compliquées, comme les compétences non techniques, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire comment parler, comment communiquer, le leadership. Et on se rend compte que parfois, même la base simple manque, et il faut adapter ces enseignements là où on va. Et je me suis dit, c'est une belle thématique, puisque c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, que j'aime, et qui est aussi ma recherche, et pour laquelle je vais me mettre... Et pour laquelle, en fait, je mets régulièrement à jour les connaissances, c'est aussi des travaux de recherche. Et donc, l'idée, c'est de vous faire participer, on va tous participer ensemble, pour parler des référentiels, et quand on est perdu au milieu des référentiels, quel chemin choisir? C'est une question qui est extrêmement intéressante et à laquelle il faut essayer de répondre, trouver des solutions, même si parfois elle est très complexe. Alors, vous avez les bruits, donc ça, c'est un programme de recherche qui va sortir sous peu, qu'on a fait il y a quelques années. Et quand j'ai voulu parler des référentiels, en fait, je me suis rappelé qu'on avait laissé cette vidéo sur YouTube. Et là, je vous ai mis juste un petit extrait parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et dès que vous pourrez la lancer, je vous laisse la lancer, qui est dans le PowerPoint que vous avez. Sur une grille, une aiguille et l'accident. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le fait qu'on lui apporte de l'oxygène, son taux d'oxygène dans le sang s'améliore. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Thierry, je peux pas m'amplifier en fait. Ouais. Tu veux pas. Ah, vas-y. 6, 7, 8, 10. Est-ce qu'on avait 10 ans, 75 ml. Ok. Cette vidéo, c'est celle d'un jeune nourrisson qui fait un arrêt cardiaque sur un choc cardiogénique dans le cadre d'une leucémie avec complications de Pâques. Et je retrouvais cette vidéo qu'on avait mise, qui rentre dans le cadre de mes recherches en simulation, et je me suis rendu compte qu'elle est toujours sur Internet, mais ce que vous voyez là, ça correspond aux recommandations 2010-2015 du Conseil européen. Et donc aujourd'hui, si des personnes la regardent et se basent sur ça, il y a quelques éléments qui ne sont pas forcément erronés parce qu'ils étaient réalisés, ils peuvent toujours être valables, mais je dirais qu'ils ne sont plus réalisés de manière optimale parce que les données scientifiques ont changé. Et là, l'idée, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on peut trouver finalement ces références dont on a besoin pour enseigner. Là, je vais vous faire travailler. Je vous demande de flasher, s'il vous plaît, ce QR code et on va partir sur un petit questionnaire et on va parler donc de référentiel et de mise à jour. Allez, première question. Vous êtes face au domicile, vous êtes en train de prendre l'apéro, c'est l'ANCESU, c'est le soir, et vous êtes face à un nourrisson aréactif. Donc là, on voit les différentes réponses. Allez, je vous propose de passer à la deuxième question. C'est un véritable challenge aujourd'hui. Allez, à vous de jouer. Conduite à tenir face à ce nourrisson inerte. Je positionne les voies aériennes, je vérifie la respiration, je cherche le pouls en brachial, j'appelle le SAMU,
et je débute la réanimation. Je débute une réanimation, puis j'appelle le SAMU. Et enfin, dernière question. Les gestes de premier secours face à ce nourrisson sans signe de vie. Je recherche un corps étranger, je réalise 5 insufflations. Bon, là au moins c'est net. Je masse à 2 doigts, je masse à 100-120 par minute. J'alterne 30 et 2. Là, je vous ai mis les réponses aux quiz que vous avez répondu. Donc, enfant à réactif au domicile. Je m'assure de l'absence de danger, je sécurise, je m'assure de l'absence de saignement important, j'évalue la conscience et en absence de réaction, je crie à l'aide. Je positionne les voies aériennes, donc selon l'âge de l'enfant, il va être en position neutre. Je vérifie évidemment la respiration, je cherche le pouls brachial. Oui, non. Uniquement si on a un doute, et vous avez raison. J'appelle le SAMU et je débute la réanimation. Alors, je débute une réanimation, puis j'appelle le SAMU, c'est plutôt ça. Pourquoi est-ce qu'on fait plutôt d'abord, finalement, la réanimation d'abord? Parce que la majorité des arrêts chez l'enfant sont plutôt hypoxémiques, sauf si c'est devant témoin, et à ce moment-là, on voit l'enfant qui s'écroule, on suppose que c'est une pathologie cardiaque, un corps étranger, ce qu'on veut, et là, on va commencer d'abord par appeler l'aide, et puis ensuite, on va débuter les manœuvres. Ce que l'on dit dans les recommandations du Conseil européen, c'est que l'appel d'aide doit être fait avant les 2 minutes, ce qui permet de faire à peu près 4-5 cycles de réanimation, permettant de restaurer finalement un peu d'oxygène pour l'enfant. Quand est-ce qu'on appelle tout au début? C'est vraiment on est seul et on sait que la réanimation va être longue. Bien évidemment, on va appeler, mais on va appeler en mettant le haut-parleur du téléphone. Maintenant, on a ça et on débute en même temps la réanimation. Et je dirais le troisième quiz qui est le plus important dans les 3 que je vous ai posés. Je recherche un corps étranger, bien évidemment. Chez l'enfant, on est au domicile, c'est l'apéritif, on va rechercher ça. Je réalise 5 insufflations. Vous avez tous, la très grande majorité répondu ça à juste titre. Je masse à 2 doigts. Ça n'est plus dans les recommandations, les dernières recommandations. Il faut empaumer le thorax du nourrisson avec les 2 mains. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que les massages étaient beaucoup plus efficaces en faisant comme ça que finalement à 2 doigts. Et on fait à 2 doigts, c'est si on est seul, on a crié à l'aide, j'ai personne. Et bien évidemment, pour alterner avec les insufflations, c'est beaucoup plus facile de faire à 2 doigts et de réaliser les insufflations. Si on ne doit faire que du massage parce qu'on ne sait pas faire les ventilations, à ce moment-là, il faut empaumer. Si on est 2, on empaume le thorax de l'enfant. Je masse à 100-120, oui. J'alterne 30 pour 2, non. C'est 15 pour 2. Mais dans les nouvelles recommandations, on nous dit 30 pour 2 si vous êtes soignant, secouriste, vous avez les AFGSU, mais vous n'avez pas l'habitude finalement de faire ce 15 pour 2 et d'alterner de manière efficiente. Et donc, il est toléré de faire du 30 pour 2. Mais vous qui enseignez, vous qui allez apprendre à des soignants à le réaliser correctement, il va falloir enseigner le 15-2. Et vous voyez, les réponses étaient divergentes. Ça souligne quoi? Ça souligne que finalement, les référentiels évoluent beaucoup. Les réponses que vous avez données, les réponses que je propose, elles sont en réalité toutes justes. À un moment, dans les référentiels, on les faisait de cette façon-là. Mais les données de la littérature, elles ont changé et finalement, on décide de faire autrement parce que des études ont montré qu'il y avait un bénéfice à faire autrement. C'est comme le fait d'empaumer avec les 2 mains le thorax de l'enfant, à privilégier par rapport aux 2 doigts. Et tout ça, donc, nous fait dire où rechercher les référentiels et comment rester à jour. Je dirais la première source de recherche que vous devez avoir, c'est le Conseil européen de réanimation. Pour ceux qui étaient au repas hier, on en a parlé. Alors, effectivement, les recommandations étaient tous les 5 ans, donc il y avait 2000, 2005, 2010, 2015, mais depuis 2017, finalement, c'est tous les ans qu'il y a une relecture, une analyse de la littérature et des recommandations sortent avant même les 5 ans. Et les dernières recommandations pour l'enfant inerte, vous les trouverez en 2021,
avec finalement les quiz auxquels vous avez répondu. Vous aurez ces réponses dans les algorithmes proposés. Il est intéressant parfois aussi de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs dans le monde, et notamment le American Heart Association, qui est l'équivalent du Conseil européen de réanimation aux États-Unis et dans les pays nord-américains. Ils analysent exactement les mêmes études, qui ont les mêmes conclusions, mais l'interprétation et la façon de faire peut diverger. Pourquoi? Parce que finalement, on ne pratique pas tous la même médecine, et parfois il y a un côté pragmatique, il y a un côté éthique, il y a un côté humaniste qui intervient et qui fait qu'on ne traite pas totalement de la même façon. Il est toujours intéressant de s'ouvrir et de voir comment ça se passe ailleurs. Et bien évidemment, il faut se baser sur les sociétés savantes nationales que nous avons. Alors là, je parle de l'enfant inerte, donc vous trouverez ces algorithmes, par exemple, dans les sites de l'ASFMU et la Société française de pédiatrie, l'ASFAR et d'autres sociétés, évidemment. Le problème, c'est que, si vous voulez, parfois, il peut y avoir un petit décalage entre ces recommandations nationales et européennes, et donc il faut pouvoir lire. Et là, je dis, par curiosité, je voulais voir sur Internet, donc je vous ai montré au début ma vidéo qui finalement ne répond plus aux dernières recommandations, et pourtant je ne l'ai pas retirée, donc il faudrait que j'en refasse une autre. Et je me suis dit, est-ce que je peux trouver finalement un document de CESU, peu importe le CESU, où il me dit comment on fait face à l'enfant inerte, et j'ai voulu regarder ce que ça donnait. Et là, vous avez donc côté gauche, si moi je regarde mon grand écran, le CESU qui donne l'algorithme proposé en 2022. C'est un document que j'ai retrouvé en 2022 sur Internet. Sécuriser, appeler à l'aide, la conscience, respiration et le pouls, alerter, insufflation, faire du 15-2 à 2 doigts ou éventuellement à 2 mains. Ça, c'est en 2022. L'ERC 2021, donc un an auparavant, sécuriser, aider, conscience, respiration et le pouls uniquement s'il y a un doute. S'il n'y a pas de signe de vie, on commence. Si le pouls est à moins de 60 ou pas du tout parce qu'on avait un doute, on le fait. Et si on ne sait pas trop, on le fait. Mais l'idée, c'est de faire de la respiration les premiers signes. Est-ce qu'il gaspe? Est-ce que j'ai une respiration efficace ou pas? Non, j'ai un doute, je masse. Et je fais du 15-2 à 2 mains. 4 à 5 cycles, et pendant ce temps-là, j'alerte, si je suis tout seul, j'ai 2 minutes pour le faire. Quand vous faites 4 à 5 cycles, plus au départ, donc le sécuriser, l'appel d'aide, vérifier la conscience, le voir, entendre, sentir, tout ce que vous voulez, si vous faites le calcul, vous arrivez à 1 minute 45, donc vous avez 15 secondes de marge, si vous hésitez, pour faire l'appel d'aide, et on est dans les recos de l'ERC 2021. Ce qui veut dire que vous voyez, on retrouve sur Internet des documents qui arrivent après les recommandations, avec finalement des choses qui ont un petit peu changé. Alors vous me direz, est-ce que c'est franchement grave? Ça se faisait comme ça, ce n'est pas forcément délétère, mais les dernières données de la science prouvent à un instant T, parce que c'est des choses qui peuvent changer, qu'il est préférable de faire ainsi au vu des données que nous avons. Et donc, quand on enseigne, on a le devoir d'enseigner ce qui est le plus à jour. Et laisser des documents comme ça sur Internet, finalement, ça peut être un danger, parce que si on n'a pas d'analyse critique, on peut le prendre et on peut s'en inspirer pour enseigner. C'est des pièges auxquels nous sommes confrontés. C'est un piège auquel moi j'ai été confronté plus jeune. Et il faut donc savoir où chercher la littérature. Donc je vous disais, Conseil européen, American Heart Association, la littérature, et nos sociétés savantes nationales. Et tout ça fait que vous avez énormément de documents à faire. Alors, je suppose que vous n'êtes pas tous enseignants à temps plein. Moi, je ne le suis pas. On a une activité de soins, une activité d'enseignement. On disait tout à l'heure, on a des voyages à réaliser pour enseigner ailleurs, et on a une vie de famille. Et si on veut faire tout ça, on est incapable de tout lire. Et les recos, pourtant, elles le disent. Mais si je dois, moi, lire toutes les recommandations dans la littérature, mon souci, c'est que j'ai une énorme quantité de littérature à lire, et en plus, si je veux lire ce qui est le plus robuste, le plus solide, c'est en anglais. Il y a très peu d'études en français. Alors, l'avantage des recommandations européennes, c'est que vous avez les recommandations Princeps, donc qui sont en anglais, mais vous avez une traduction officielle qui en a été faite en français si vous avez des difficultés avec l'anglais,
Et attention à ceux qui le traduisent. Là, vous voyez par exemple, finalement, c'est le professeur Barriante de Belgique qui participe à l'écriture des recommandations en anglais et qui est à l'origine, avec des Français, des traductions en français. Si vous voulez chercher dans la littérature, et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, vous pouvez par exemple, si vous voulez l'enfant inerte, taper les mots-clés. Alors c'est en anglais et je vous conseille plutôt d'aller dans PubMed pour avoir finalement, je dirais, des données solides dans des revues qui sont indexées. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a que PubMed? Non, parce qu'il y a certaines revues d'excellence qui sont pertinentes, intéressantes à lire, mais qui ne publient pas du tout en anglais, qui restent en langue nationale. Par exemple, nous, en France, pour la médecine d'urgence, on a les AFMU qui sont qu'en français. Or, pour être dans PubMed, il faut au moins que l'abstract soit également en anglais. Donc vous avez quelques revues qui ne sont pas indexées dans PubMed, qui peuvent mériter d'être lues, même si elles ne sont pas là. Néanmoins, la majorité sont dans PubMed. Et si je tape Pediatric Basic Life Support, c'est-à-dire les gestes de premier secours de l'enfant, donc c'est Pediatric BLS, et là je tombe sur toute cette littérature, et vous voyez sur les dernières années, alors ça redescend en 2023 parce que l'année n'est pas totalement finie, mais vous voyez que ça monte de manière exponentielle. Et donc si je dois lire toute la littérature, je n'y arriverai pas tout seul. Et vous voyez, quand je tape Pediatric Basic Life Support, c'est d'abord les recommandations de l'ERC qui ressortent. Et le souci, c'est que quand on lit tout ça, eh bien, parfois les études se contredisent dans les conclusions. Pourquoi? Parce que c'est des études empiriques. Et les conclusions, elles sont pertinentes, mais finalement, elles concernent une population donnée, elles concernent un échantillon qui est censé être le plus représentatif possible. Toutes les études n'ont pas les mêmes niveaux de preuve, et on va voir c'est quoi les niveaux de preuve pour une étude, comment on fait pour essayer de le reconnaître. Là, c'est juste pour une prise de conscience sur le fait qu'on peut avoir une analyse de la méthodologie sans être méthodologiste, sans être scientifique, sans connaître les statistiques. Néanmoins, il faut savoir que parfois les conclusions sont contradictoires. Et là, je vous donne la suite du BLS, donc les gestes de premier secours. Et quand vous faites la réanimation avancée de l'enfant, les recommandations européennes vous disent, donc on fait du 15-2 quand on est une équipe médicale du SAMU, et pendant la réanimation, si on décide d'intuber l'enfant, à ce moment-là, les nouvelles recommandations disent qu'il faut ventiler à 20-30 par minute pour permettre finalement une réanimation efficiente, parce que c'est les fréquences auxquelles on a l'habitude de ventiler les enfants. Ça part de ce principe. Et là, vous avez un groupe d'experts qui a remis en cause un petit peu ces recommandations. Pourquoi? Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire, l'enfant qui fait un arrêt, il a ce qu'on appelle une précharge basse. Ce terme technique veut dire quoi? Veut dire que la circulation est altérée, que les alvéoles pulmonaires, elles sont complètement collabées, et que quand vous ventilez beaucoup, le trop de volume que vous apportez va altérer le retour veineux de sang et va altérer le débit cardiaque. Donc finalement, à ventiler à 20-30 par minute, on peut être délétère en termes de débit cardiaque et donc finalement être moins bon pour le pronostic de l'arrêt de l'enfant. Donc là, vous voyez, c'est des raisonnements qui sont extrêmement poussés, que j'essaye de simplifier, mais pour vous dire que même les recommandations, qui sont parfois basées sur des avis d'experts, peuvent être remis en cause par d'autres experts. Néanmoins, quand on n'est pas expert, on ne peut pas se permettre, je dirais, de porter ce type d'arguments et d'utiliser ça. C'est intéressant de les entendre, donc quand on s'intéresse à un domaine particulier, comme moi, là je vous montre un domaine qui m'intéresse, bien évidemment je m'intéresse à ces conférences qui peuvent être données en international, et vous écoutez et vous dites, peut-être que dans les futures recommandations, on reviendra à 10 par minute. Et je dis ça, pourquoi? Parce qu'en réalité, les recommandations que vous faites aujourd'hui, il faut garder en tête qu'elles sont vraies aujourd'hui, que dans quelques années, elles vont peut-être changer. Et il nous appartient, il nous incombe de toujours actualiser nos connaissances pour être à la page. Parce que ce que je dis là aujourd'hui, peut-être que si je reviens le faire dans 3-4 ans, je ne dirai plus la même chose. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. Et donc, je vais faire brièvement pour vous dire c'est quoi les recommandations en santé quand on parle, je dirais, finalement de recommandations de bonnes pratiques. C'est basé sur les données de la littérature avec des niveaux de preuve qu'on classe en fort, intermédiaire et faible selon le type d'études. Les études les mieux
réalisées qui sont robustes, avec une question de recherche posée avant de la faire, avec un effectif suffisant pour répondre à tous les objectifs, c'est un niveau de preuve fort. Intermédiaire, c'est des études randomisées, pareil, on répond à la question, mais l'effectif n'est pas forcément suffisant, et notamment pour répondre aux objectifs secondaires. Faibles, c'est les autres types d'études, comme les études de cas, c'est-à-dire vous analysez des cas de maladie, et vous dites, voilà, dans tous ces cas, on a observé, par exemple, un facteur de risque qui est celui-ci. Donc, c'est quelque chose qui doit nous alerter, mais on ne peut pas le généraliser à toute la population. Et quand on fait les recommandations, que ce soit les recommandations américaines, les recommandations européennes, les recommandations nationales, on va se baser sur ces niveaux de preuve, sur les résultats obtenus par les différentes études publiées de manière récente, et on modifie avec ces données de la littérature. Et si, à une question qu'on se pose en tant qu'expert, on n'arrive pas à y répondre, à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle un avis d'expert, une méthode Delphi, et on n'a pas de données dans la littérature, et on estime que l'avis des experts est vrai si on arrive à 80% de consensus. Et on va classer les recommandations en fonction de ce qu'on a en grade A, c'est-à-dire la preuve scientifique totalement établie, le grade B avec une présomption scientifique, le grade C, c'est un faible niveau, je dirais, scientifique. Et on va classer les recommandations grâce à finalement ces grades. Et le grade A, on est totalement sûr qu'il faut le faire. Le grade C, il vaut mieux le faire, mais on va avoir peut-être un regard un peu plus critique sur ces données en disant peut-être que ça va changer. Les grades A, c'est basé donc sur les études robustes, comme je vous disais, randomisées, multicentriques, des méta-analyses d'essais randomisés, c'est des analyses robustes. Le niveau de preuve 2, avec une présomption scientifique, c'est des études dont l'échantillon est moins important. C'est des études qui ne sont pas forcément randomisées. Par exemple, on compare sur deux mêmes types de populations, un centre qui fait une méthode, un centre qui fait une autre méthode, et on voit quelle est la meilleure méthode. On se dit que les populations sont voisines, sont à peu près les mêmes, mais en réalité, il y a un peu plus de biais. Le niveau C, c'est par exemple, je vous disais, les études cas témoins, les études rétrospectives, longitudinales, donc le suivi dans le temps. En conclusion, quand on est perdu au milieu des référentiels, on a quand même quelques solutions. Et ces quelques solutions, c'est d'analyser la littérature, mais quand elle est beaucoup trop longue, quand elle n'arrête pas de se développer, et tant mieux, on a des référentiels qui vont évoluer de plus en plus vite. Le RC, c'était tous les 5 ans, maintenant ça peut être tous les ans qu'ils réanalysent cette littérature, et je dirais qu'il faut avoir dans son équipe des experts dans un domaine. On ne peut pas tout lire. Donc moi, je lis par exemple sur l'urgence vitale de l'enfant. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Mais je ne peux pas tout connaître de l'urgence vitale. Et on va finalement avoir un échange entre nous. Par exemple, moi, je vais lire sur ça. Quelqu'un d'autre va lire sur autre chose. On a différents experts nationaux, internationaux, avec qui on échange. Qu'est-ce que tu penses de ça et ça? Est-ce qu'on devrait faire ça? Tu devrais lire cette dernière référence, et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc je dirais, si on veut enseigner, on se base sur les référentiels. ERC, le dernier c'est 2021. Les sociétés nationales, lisez, je vous incite à lire en anglais, à défaut au moins en français, et surtout le partage scientifique. On doit partager entre nous, c'est l'intérêt de ces congrès, et de diffuser ce type d'informations, mais aussi dans vos enseignements, n'hésitez pas à créer des groupes d'experts et à aller chercher les informations là où il faut pour actualiser vos connaissances. Merci à vous.